intime, musée intime. Musée intime, le podcast du musée dauphinois. Des pièces sombres, de la poussière éternelle, des sols et des murs vieillis par le temps, des voix qui tournent en boucle comme un disque rayé. Ces images collent souvent à la peau d'un musée, surtout quand il a dépassé la centaine. Parcourir les espaces du musée dauphinois, c'est découvrir pourtant une humanité bien vivante, des femmes, des hommes et des objets du passé qui ont tissé les fils de notre présent et des femmes et des hommes du présent qui valorisent ces vies du passé dans le but de donner à voir, à entendre, à toucher même l'histoire cosmopolite des Alpes. Ce podcast, Musée intime, vous invite à une traversée singulière de ce musée isérois, précurseur dans sa démarche ethnographique, à en explorer les collections cachées, mais touchantes à l'universel, à s'entretenir avec celles et ceux qui brodent les expositions, bref, à s'immiscer dans l'envers du décor d'un patrimoine des valeurs dépoussiéré par nos oreilles. Grenoble, à 3 jours des 10e Jeux Olympiques d'hiver. La politique du musée dauphinois, de longue date déjà, se soucie de regarder ailleurs qu'en Dauphiné. Vous travaillez combien d'heures par jour quand vous 12 heures. 12 heures par jour, Oui. à 14 ans. Soit des outils préhistoriques, soit des portraits. Une journée de printemps, de la pluie, de la neige, du vent. Des enseignes de sabotiers ou de débits de tabac. Le mot macaroni, qui l'a inventé? Ben nous-mêmes. Épisode 1. Partout en ces lieux, plane l'esprit d'un homme. Mon but est bien simple. En rassemblant les matériaux pouvant servir à créer un musée ethnographique alpin, on sauvera, s'il est temps encore, les expressions matérielles de toutes les manifestations de l'activité et de l'intellect de nos pères, en même temps qu'on réunira les éléments pouvant servir à écrire leur histoire industrielle, scientifique et artistique. On a chanté la montagne depuis quelque 30 ans sur tous les tons et à tous les échos. Personne n'a chanté le montagnard. Si on a célébré ses mérites et ses vertus, on a oublié de parler de son âme industrieuse et de ses artistiques et rudes aspirations, dont on aurait pu au moins conserver les expressions matérielles. Ces mots sont ceux d'Hippolyte Müller en 1904, un personnage incontournable de l'histoire du musée dauphinois puisqu'il en est le fondateur. En 1906, il le décrit comme un musée populaire, reflétant les coutumes, les mœurs, les usages d'une population particulière. Plus de 100 ans plus tard, Olivier Cogne, actuel directeur du musée, est en quelque sorte héritier de ces paroles. Donc nous nous trouvons dans la montée Chalmont, à Grenoble, dans le quartier Saint-Laurent, qui est connu peut-être par certains comme étant l'une des petites Italies de cette ville. Et c'est cette montée qui permet d'accéder à l'ancien couvent de Sainte-Marie d'en Haut, qui aujourd'hui abrite le musée dauphinois depuis 1968. Faisons un pas dans le passé. Retournons-nous. Derrière nous, il y a l'Isère qui passe, il y a ce fameux pont donc, qui relie ce quai des pizzas au centre un petit peu historique de Grenoble. Pourquoi c'est important de se retrouver ici, dans la direction dans laquelle on regarde pour parler des origines du musée, puisque vous l'avez toutefois pas encore rappelé, mais le musée n'est pas né ici. Alors, le musée dauphinois n'est pas né dans l'ancien couvent de Sainte-Marie d'en Haut. Il est né dans un autre couvent de la ville. Grenoble était une ville marquée par cette présence de lieux de culte dans un contexte qui était celui de la contre-réforme catholique au XVIIe siècle. Et donc le musée va naître dans la tête d'un homme, Hippolyte Müller, qui va convaincre la municipalité de Grenoble, au début du XXe siècle, trouver un lieu qui est l'ancien couvent de Sainte-Marie d'en Bas, dans un contexte de la loi de séparation des églises et de l'État, qui fait que beaucoup de bâtiments religieux se trouvent désaffectés. Donc la ville accède à la demande de Müller de pouvoir abriter des collections qu'il a commencé à constituer, cet homme, de Sainte-Marie d'en Bas en 1906 à Sainte-Marie d'en Haut en 1968. Alors justement, rapprochons-nous un peu de ce musée dauphinois actuel. On parlait de ce personnage, Hippolyte Müller, qui a été considéré, qui est encore considéré, on ne le connaît pas bien d'ailleurs, ce personnage, comme un peu un ethnologue précurseur. Ça peut nous amener un petit peu à parler de son projet qui persiste aujourd'hui dans le projet du musée dauphinois à peu près 100 ans plus tard. C'est un homme qui a marqué cette institution et qui la marque encore aujourd'hui, qui a vraiment inscrit un projet extrêmement contemporain pour son temps et qui est complètement en prise avec notre époque.
C'est un autodidacte, un homme qui vient d'un milieu relativement modeste, qui s'est fait seul, qui a accédé à un moment donné parce que des gens lui ont fait confiance. Arthur Bordier, en l'occurrence, qui était le directeur de la faculté de médecine à l'époque de Grenoble, qui va lui accorder un poste à la fin du 19e siècle de bibliothécaire de l'école de médecine de Grenoble, dans lequel il va exercer sa passion, qui est l'histoire. Müller exprime dès l'origine sa volonté de se tourner vers les montagnes. Quand on connaît Grenoble, ou quand on ne connaît pas Grenoble, il faut imaginer toutes ces montagnes qui environnent la ville, et c'est ce que Müller voit déjà à l'époque. Et il va regarder ces montagnes comme un terrain d'observation extraordinaire de l'histoire, depuis les premiers peuplements alpins jusqu'au début du XXe siècle, avec l'idée de pouvoir aussi constituer une collection, puisque c'est ce qui fait musée. Et cet homme va collecter tout au long de sa vie un ensemble de 20 000 pièces qui font le premier ensemble du musée dauphinois. Un musée populaire reflétant les coutumes, les mœurs, les usages d'une population particulière, la montagne qui est chantée sous une forme matérielle, le labeur séculaire de nos ancêtres, et c'est bon et beau parce que simple et utile. Voilà comment il définit le musée dauphinois, en ajoutant la somme de l'histoire d'une région par l'objet, nous rappelant que ce qui fonde un musée, c'est sa collection. Alors justement, laissons planer l'homme au-dessus de nos têtes et on continue à monter les marches qui nous mènent au musée dauphinois actuel pour arriver à un lieu emblématique qui est cette espèce d'arche. Alors on va y arriver tout doucement. Nous reprenons notre souffle dans la montée. Nous nous trouvons juste en dessous de la statue de François de Sales, fondateur donc, du couvent qui commence à apparaître derrière nous, le couvent de Sainte-Marie d'en Haut. Et malheureusement, Müller ne connaîtra pas le transfert du musée qui, on peut dire, vit un véritable tournant en 1968. C'est un tournant aussi pour Grenoble. Ce musée assez vite se trouve à l'étroit. Müller le dit, il écrit à la ville de Grenoble. Et il faudra des décennies avant que son rêve ne devienne réalité, d'avoir un espace beaucoup plus vaste qui permette à la fois de conserver et de donner à voir. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Et donc nous sommes dans un contexte qui est celui des Jeux olympiques de Grenoble, où cette ville de Grenoble est en plein boom démographique. C'est la ville de France, dit-on, qui, proportionnellement à son nombre d'habitants, connaît la plus grande expansion démographique durant l'après-guerre. Tout semble possible à l'époque, avec un événement sportif international, les Jeux de Grenoble, qui, a priori, n'ont pas une portée culturelle. C'est la municipalité du Bedout qui va réaliser ce projet, donc à partir de 1965, et l'idée de lui donner une coloration culturelle forte, avec 2 équipements culturels phares, d'une part la Maison de la Culture, et puis le musée dauphinois, installé encore à Sainte-Marie-d'en-Bas, et dont on espère trouver un lieu qui soit à la mesure de ses ambitions. C'est le choix qui sera fait, de pouvoir installer ce musée dauphinois dans l'ancien couvent de Sainte-Marie d'en Haut, qui à l'époque ne se trouve absolument pas dans l'état où nous le connaissons aujourd'hui. Donc il y a des travaux extrêmement importants, un chantier qui va durer 2 années, qui va permettre l'installation de ce musée jusqu'à son inauguration le 3 février 1968. Nous sommes à la veille de la quinzaine olympique, par André Malraux lui-même, ministre de la Culture, à qui l'on prête cette expression. Est-elle vraie, n'est-elle pas vraie? On ne le saura jamais finalement. En sortant du musée dauphinois, encore un musée de brouettes. 4 top inter, il est 13h. Les trésors qui sont présentés dans ce musée ont été choisis parmi les objets les plus beaux, mais le conservateur, M. Marcel Boulin, a dit à Sophie Dumoulin quels étaient ces objets auxquels il tenait le plus. Il importe que nous représentions à la fois l'histoire du territoire dauphinois, c'est-à-dire les 3 départements dauphinois, de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes,
Donc à la fois l'histoire du territoire et l'histoire des populations qui ont résidé sur ce territoire. Donc cela amène à présenter soit des outils préhistoriques, soit des portraits tels que vous avez vu le cardinal de Tencin ou Marie Vignon, et en même temps une charrue ou un char à foin du XVIIIe siècle, une marque à beurre ou des enseignes de sabotiers ou de débits de tabac. Monsieur Malraux a tout regardé lui aussi avec beaucoup d'attention. Il a paru s'intéresser particulièrement à un grand pot à beurre à Nanon. C'est un chef-d'œuvre de l'art populaire du XVIIIe siècle, une pièce très rare en poterie émaillée jaune clair. Il faut également rappeler le rôle de Bernard Gillement, qui est un rôle clé dans cette opération de transfert, puisque Bernard Gillement est un peu l'âme de ce projet. Il est adjoint aux affaires culturelles à l'époque et va se retrouver à la conduite des affaires culturelles de la ville de Grenoble en 1965 et va imaginer que ce musée dauphinois puisse être un musée qui fasse le récit commun pour une population d'un territoire extrêmement brassé, qui vient de multiples origines, puisque je parlais tout à l'heure des origines italiennes. C'est aussi sans oublier les origines algériennes, polonaises. Toutes ces migrations ont façonné le territoire où nous sommes et constituent ces identités locales. Nous avons cette vue de Grenoble qui attire les touristes. On a entendu là quelques personnes aussi passer qui viennent juste regarder la vue. Bon, aujourd'hui, pas de chance, il pleut. Ça donne aussi cette ambiance un peu particulière qui nous fait nous retourner, voir ce couvent, les bulles qui montent. Voilà, il y a quand même une identité à ce musée très grenobloise. Les fameuses bulles de la Bastille, effectivement, viennent de passer sous nos yeux. C'est un peu la carte postale la plus connue de Grenoble. Nous avons derrière nous l'ancien couvent. Et puis vous avez de l'autre côté une vue somptueuse dont je ne me lasse pas et je pense que la population ne s'en lasse pas. Donc on fait un petit saut dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé d'important pour ce musée, pour son histoire, entre cette grande inauguration en 68 jusqu'à aujourd'hui? Quel fait marquant, quel personnage marquant aussi? Alors il y a eu beaucoup de personnalités marquantes qui ont travaillé dans ce musée. Il est impossible de toutes les citer malheureusement, mais il y a une figure qui a été Jean-Pierre Laurent, directeur de ce musée dans les années 70 et au milieu des années 80. Figure marquante parce que cet homme va aussi imprimer la marque de ce qu'est le musée dauphinois aujourd'hui avec une politique d'exposition temporaire extrêmement active. Il fait table rase, libère les espaces du musée pour faire en sorte qu'il n'y ait plus dans ce musée que des expositions temporaires. Et nous sommes dans les années 70, donc c'est très en avance. Et puis il va aussi revenir aux racines, à ce travail de terrain que réalisait autrefois Muller, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir travailler en relation avec un territoire et ses habitants, et de les faire parler, et de revenir dans le Queyras, dans le Vercors, dans l'Oisans, et puis de réaliser in situ des expositions, notamment la Maison de Toile, qui est une des premières expositions hors les murs en France, qui porte en germe finalement ce qui sera plus tard, on pourrait le dire ainsi, la conservation du patrimoine de l'Isère. Cette CPI, comme on l'appelait autrefois, qui n'existe plus, est un service qui va naître au début des années 1990, l'instigation principalement d'un homme qui est alors directeur du musée, Jean Guibal, qui est un précurseur dans le domaine de la décentralisation culturelle et qui va faire de l'Isère un vrai laboratoire. Cette CPI va investir le champ de l'archéologie à travers des campagnes de fouilles, va investir le champ de l'inventaire pour aller inventorier le patrimoine mobilier ou immobilier des communes, va servir de véritables services experts auprès des collectivités de ce département, va constituer autour de lui, parce que tout cela se fait depuis le musée dauphinois, un véritable réseau de musées dits associés qui aujourd'hui existent encore à travers notamment le réseau des musées départementaux de l'Isère. Donc il en reste des traces de tout ce travail, même si le nom n'existe plus de CPI aujourd'hui, un héritage qui demeure à travers des projets et une démarche qui est toujours là, dans laquelle nous inscrivons, qui est de travailler avec les habitants de ce territoire et de faire en sorte que leur parcours de vie, leurs paroles, leurs expériences puissent se retrouver dans les expositions que nous conduisons ici.
Musée intime. Musée intime. Musée intime, le podcast du musée dauphinois. Une réalisation de Clémentine Métainier.